Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Mon Dieu, que d'événements. Je vais revenir rapidement sur ce qui s'est passé hier concernant Facebook. Facebook, évidemment, la plupart de ses filiales, que sont WhatsApp, Instagram, mais aussi, je crois, Messenger et e-Messenger. Je crois que la coupure a duré entre 5 et 6 heures et le retour de Facebook a été échelonné puisque au moment où aux États-Unis Facebook était de nouveau opérationnel, je me suis rendu compte que mes amis français n'étaient toujours pas accessibles. Facebook s'est excusé, un document laconique où en effet on vous explique le petit problème technique. Sauf que le problème, c'est que quand vous y connaissez un petit peu en informatique, le problème de la façon dont il présente les choses, ça paraît un peu compliqué. Je vais essayer d'être clair. Vous avez ce qu'on a... Alors apparemment, c'est un problème de DNS. Les DNS, c'est tout simplement ce protocole qui vous permet de pouvoir accéder à des sites. En règle générale, depuis maintenant une vingtaine d'années, on a énormément simplifié la chose. C'est-à-dire qu'à mon époque, il fallait taper http://www. Machin, etc. Maintenant, vous pouvez juste taper un condensé en fait d'adresse. C'est-à-dire vous tapez facebook.com, vous tapez, je sais pas, afp.fr, etc. Donc ça va directement. Mais ça va directement à un endroit où là, après, le serveur va réaffecter et va essayer d'aller chercher les informations qui vous intéressent. Et en l'occurrence, Facebook, vous avez votre compte. Donc il faut que vous ayez les informations, mais aussi que les serveurs, les algorithmes se collent par rapport à votre compte. Et pour tout cela, eh bien, les informations sont dispatchées dans différents serveurs, puisque vous avez ce qu'on appelle les backups, c'est-à-dire que si jamais un serveur est en maintenance, ou un problème, ou un bug, etc., hop, il faut pouvoir réorienter la recherche des données vers d'autres serveurs. Et c'est ce qu'on appelle les BPS. Sauf que le problème, c'est que vous comprenez bien que Facebook, c'est quand même des milliards d'utilisateurs. Donc ça veut dire que c'est des énormes serveurs. Des énormes serveurs avec des énormes backups. Donc ça veut dire des milliards, des milliards, des milliards de BPS, c'est-à-dire des milliards et des milliards de liens, comme je vous l'avais dit, plus simplifié, d'itinéraires bis. C'est-à-dire que si une route est fermée, eh bien qu'on puisse utiliser une autre route. Donc vous voyez la proportion que ça prend. Eh bien Facebook est en train de vous expliquer que tous les BPS finalement avaient disparu. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous y connaissez un petit peu en informatique, vous dites ok, vous pouvez avoir une perte de 10, 20, 30%, ensuite un bug, un problème technique, etc. Mais de planter un site à ce point, non. C'est pas un problème technique. C'est pas un problème technique dû conséquence à une tentative de protocole de mise à jour. Force est de constater qu'il y a eu forcément une erreur. Alors une erreur intentionnelle, une mauvaise manipulation, ou plus simplement une attaque. Je vous rappelle que fin septembre, il y a eu un pirate informatique qui mettait en vente plus de, je crois, 1,5 ou 1,7 milliard de données utilisateurs de Facebook. Certains sites ont eu accès aux échantillons, ils ont vérifié, ils ont checké, et les échantillons sont authentiques. Sauf qu'évidemment, Facebook s'empresse de dire non, c'est faux, aidé par un certain nombre d'organismes de presse, non, c'est faux, c'est de la fake news. On ne va pas vérifier par soi-même, on n'a pas envie de s'exposer. Mais surtout, là où ça devient plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, depuis ce matin, vous avez une ancienne employée, une ancienne technicienne de Facebook, qui est en train de faire un audit, c'est-à-dire qu'elle est en train de répondre aux questions d'une commission sénatoriale suite à des documents qu'elle a révélés précédemment sur les politiques un petit peu ambiguës, sur les mensonges même de Facebook. Et évidemment, cela sert, comme je vous l'avais expliqué, l'intérêt d'un certain nombre de représentants et d'élus américains, aussi bien démocrates que républicains, et bien finalement peut-être d'avoir une ouverture pour justifier ou légitimer, et bien tout simplement un processus
de soumettre Facebook à une loi antitrust. De toute façon, aujourd'hui on le sait, dans les univers mondialistes, Facebook et les réseaux sociaux, d'une manière générale, ont été d'une utilité non négligeable, mais ils sont conscients qu'il y a eu aussi des dégâts qui ont été commis à cause de ces réseaux sociaux. C'est-à-dire que cette liberté d'expression a permis à des gens de proliférer sur des informations, alors des informations authentiques, des témoignages, voire des fake news. Et aujourd'hui, comme on le voit avec la pandémie, il y a une accélération. Une accélération d'une volonté de soumettre les peuples. Et qui dit plus soumettre les peuples, ça veut dire forcément à un moment donné légiférer, changer, réformer, modifier les réglementations, modifier les lois, modifier les constitutions. Or, pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut tout simplement bâillonner la liberté d'expression. Il faut bâillonner ou contrôler les organismes d'information. Il faut contrôler les unités, les éléments, les acteurs de communication entre les individus. Force est de constater que l'étau se resserre. Preuve en est, c'est que nous avons, comme je vous l'avais parlé du Panama Paper, où déjà sur Internet, il y en a qui ne sont pas dupes sur l'origine de ce Pandora Paper, où en effet tout le monde a eu la même réaction que moi finalement. C'est-à-dire qu'on tape sur des gens, alors qu'on sait qu'il y a d'autres gens qui sont souvent médiatiquement exposés, et comme par hasard, ces gens-là seraient des anges. Non. Et ce qui est très amusant, c'est que quand on voit certains articles dans certains organismes de presse, eh bien, on se rend compte que ces organismes véritablement accentuent les projecteurs sur le fait que si en effet il n'y a pas beaucoup d'Américains, c'est parce que les Américains finalement dépendent d'une législation ou parfois d'avantages fiscaux en interne de leur pays. Puisque très rapidement, je résume, il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez un État qui s'appelle le Delaware, qui est considéré aux États-Unis comme étant l'État le plus souple, le plus avantageux en matière fiscale pour les personnes qui sont très très riches, mais qui n'ont pas envie de lâcher 40 ou 50% ou 60% de leur richesse suivant les États ou suivant la politique fédérale. Mais il y a en effet une guerre justement sur cet aspect-là, c'est-à-dire d'essayer d'attirer des grands acteurs économiques, des grosses multinationales, pour récolter évidemment des intérêts fiscaux, tout en leur offrant évidemment des avantages, des préférences ou des assouplissements fiscaux dans cette compétition qu'il y a entre certains États. Et le Panama Paper avait dénoncé le Nevada et le Dakota du Nord, surtout le Dakota du Nord, qui est un État extrêmement bien ancré dans les valeurs conservatrices. Donc, on se dit, oui, encore une fois de plus, ceux qui sont exposés sont forcément soit des gens avec qui on a besoin de régler certains comptes, soit ce sont des gens à qui on est en train de dire c'est pas bien, vous nous avez trahis, ou éventuellement de dire à certains riches, vous voyez, la société dans laquelle vous êtes, elle n'est pas très fiable, venez aux États-Unis, venez dans nos paradis fiscaux, venez prendre contact avec nos sociétés offshore que nous avons dans les îles Caïmans, vous verrez, on vous garantira une sécurité d'information. Et par la même occasion, évidemment, aussi de régler ses comptes avec une exposition encore plus importante de certains oligarques, de certains politiciens, de certaines personnalités russes. Donc finalement, voilà, comme je vous le dis, on n'est pas dupe de ce Pandora Paper qui est exactement finalement financé, motivé et aidé par les mêmes qui nous avaient offert le Panama Paper. Enfin, tout ça pour vous dire que vous voyez que l'étau se resserre. L'étau se resserre sur la façon de contrôler les esprits, de contrôler l'opinion. Même si l'Internet ouvrait la porte justement à la liberté d'expression, ouvrait la porte à la possibilité de s'informer, à la possibilité de voir ou de lire ou d'entendre différents sons de cloche et d'ensuite de se faire son propre avis, de faire usage de ce libre arbitre que nous avons.
Eh bien, force est de constater que, en France, c'est pareil. Là, on est en train de voir émerger sur Internet une fatwa contre Zemmour. Zemmour dérange. Même si, encore une fois de plus, j'émets le doute sur le fait que Zemmour fasse partie d'un plan qui serait, ou qui ferait en sorte que Zemmour serait une sorte de Macron 2.0. À ceci près, c'est qu'il se servirait inversement d'outils différents, c'est-à-dire se servirait d'outils culturels, d'outils sociaux, souverainistes, immigration et tout le tralala, pour ensuite mieux installer et mieux faire profiter du consentement vers des politiques néolibérales. Un des indices quand même intéressants, c'est qu'il ne veut pas sortir de l'Union européenne ni de l'Europe. Même si, encore une fois de plus, on peut tout à fait émettre une hypothèse, on peut tout à fait émettre une forme pas de doute, mais d'option sur le fait qu'il serait tout à fait intelligent de ne pas annoncer la couleur, de quitter l'Union européenne pour éviter des débats politiques stériles, et qu'une fois vous êtes élu, vous avez une stratégie qui va dire, voyez, vous savez, j'ai dit ça, etc., mais bon, aujourd'hui je suis aux affaires, j'ai aujourd'hui un état des lieux de la situation, etc., et tout compte fait, non, je vais peut-être proposer de sortir de l'Union européenne. Ce qui est tout à fait possible. Enfin, moi personnellement, je serais un candidat, il est évident que je m'amuserais à plutôt être sur l'option de réflexion. Dans l'instant et au vu des éléments que j'ai, je n'ai pas l'intention de sortir de l'Union européenne ni de l'euro, mais qu'une fois élu, on peut tout à fait changer d'avis. Ne dit-on pas dans cette expression très connue qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et donc, j'ai pas encore tout regardé, mais j'ai regardé un petit peu le fameux accord et désaccord organisé avec Michel Onfray, qui a eu lieu le 4 octobre dernier, c'est-à-dire hier, je crois, et qui est désormais disponible gratuitement sur YouTube. Débat très intéressant, mais qui finalement est le prolongement des précédents débats que Zemmour avait déjà eu avec Michel Onfray sur CNews dans Face à l'info. Ils ont des points de concordance, ils ont des points de divergence, mais encore une fois, et d'ailleurs sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui ont assisté à ce débat le disent, c'était un débat de qualité. Parce que audible, visible, lisible, compréhensible. Même si, en effet, dans le débat, à un moment donné, Zemmour explique que c'est vrai que parfois on peut être un peu trop technique et qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui lui disent, vous savez, des fois je relis 2 fois votre bouquin, où il y a des passages où je suis obligé de faire des recherches, etc., parce que je ne comprends pas forcément. Et d'ailleurs, il s'en satisfait. Il s'en satisfait justement, peut-être justement, d'attirer des Français à être curieux sur des thématiques et de finalement aller chercher eux-mêmes des informations et finalement vérifier les références de Zemmour pour vérifier si, en effet, Zemmour est dans le juste ou dans une version ou dans une démonstration qui tient la route. Et ça rejoint finalement ce qu'on disait, c'est que, en effet, c'est ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a voulu pratiquer de la censure, on a voulu faire en sorte que Zemmour dégage du média, dégage de la tribune médiatique. Et le fait d'avoir réussi à le faire virer de CNews, n'a fait que encore plus exposer Zemmour. Tout le paradoxe. Il s'est prétendu censuré, il s'est prétendu être l'objet d'une vendetta contre lui, et finalement, on se rend compte que tous les médias veulent leur part de Zemmour. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, toute la gauche bien-pensante, tous les bien-pensants, bisounours, etc., sont complètement désarmés parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on a pu lancer des fatwas contre Zemmour pour le faire taire, et que finalement, ces mêmes médias qui des fois ont contribué à critiquer et à exposer le racisme, l'extrême droite, le fascisme de Zemmour, l'invitent, l'interviewent, font des reportages, font des documentaires sur Zemmour.
il y a un moment donné, ça colle plus. Ça colle plus à l'image, ça ne colle plus au profil, ça ne colle plus à la stratégie. Donc c'est pour cette raison, je dis, que Zemmour est un acteur essentiel de la campagne, voire peut-être une stratégie qu'on n'a peut-être pas vu venir. En dehors des idées préconçues, que Zemmour est le nouveau nazisme, que Zemmour est l'extrême droite, etc. Même sur les réseaux sociaux, il y a des gens avec qui j'essaie de débattre et qui me semblent en réalité juger la personne sans réellement avoir les arguments ou savoir, ou même me sortir un propos de Zemmour pour justifier leur opinion. Alors, attention, je ne renie pas le fait d'avoir le droit d'aimer ou de ne pas aimer, d'apprécier ou de ne pas apprécier, de partager ou de ne pas partager les idées. Autant que faire se peut, connaître les idées, maîtriser les idées. Ne pas raconter d'histoire ou ne pas transformer des propos selon l'intérêt que l'on a de les présenter au public, de les présenter à l'opinion pour étayer son affirmation de faire passer Zemmour pour ce qu'il n'est pas. Là-dessus, je pense qu'on est dans cette stratégie. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, j'ai assisté à une joute sur Twitter entre deux personnes. Clairement, ces deux personnes sont musulmanes. Mais ces deux personnes avaient une vision, mais radicalement différente, de leur façon d'être français. Vous aviez une personne, alors j'ai pu lire dans la conversation, elle a 55 ans, ça fait 37 ans qu'elle travaille en France, et elle le dit, moi de toute façon, une fois que je fais la retraite, je prends mes droits de pension et je rentre au pays. Avec parfois des petits propos genre j'en veux à la France. J'en veux à la France de ne pas m'avoir accepté. J'en veux à la France de ne pas m'avoir intégré. Mais au final, dans ces conversations, elle écartait évidemment toujours à un moment donné l'aspect communautaire. Ce que l'autre musulman, justement, lui reprochait. Il reprochait d'être aveugle sur le fait que, au sein des musulmans français, il y a cette forme de communautarisme, il y a cette forme de maintien de certaines traditions, de maintien de certaines idées, évidemment religieuses, ou influences religieuses, et qui fait que tous les musulmans qui aspirent à être des musulmans modernes, à des musulmans athées, à des musulmans croyants ou non croyants, des musulmans qui veulent respecter en effet les préceptes du Coran, mais tout en ayant leur libre arbitre, tout en ayant leur liberté, ce que la France et ce que leur citoyenneté française leur permet d'avoir, mais qu'en réalité, et ça c'est ce que ce musulman justement accusait, ils ne peuvent pas le faire de façon ouverte. Ils ne peuvent pas le faire de façon ouverte. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours les yeux de Moscou, il y a toujours les yeux de patriarches, il y a toujours les yeux de ceux qui sont liés au réseau, à la communauté, au respect des règles, à la religion, au respect du Coran. Et du coup, ces personnes qui veulent aspirer à cette liberté sont coincées. Alors, il y en a qui réussissent à s'en sortir parce qu'ils réussissent socialement, trouvent un travail et décident de quitter les lieux où se trouvent en majorité des gens de leur communauté, français ou étrangers. Je pense que nous avons tous rencontré ce genre de musulmans. Ces musulmans qui aujourd'hui vivent dans des quartiers résidentiels, ces musulmans qui vivent dans des appartements où il y a en effet peut-être un brassage plus important, avec une moins forte influence de certains musulmans ou de la communauté musulmane. Et ils vivent leur liberté de penser. Ils sont musulmans, mais musulmans français. Usant de cette citoyenneté, usant de ces droits, usant de ces libertés qu'ils ont. De croire, de ne pas croire. De respecter les préceptes sans en imposer ni en faire le prosélytisme dans l'espace public. Tout comme avoir le droit de dire « le Coran, je l'emmerde ».
Sauf que ça, évidemment, vu que nos politiciens, vu que nos gouvernements, vu que nos présidents, pour des questions clientélistes, pour des questions électoralistes, ont laissé des souplesses sous le prétexte, sous l'influence de l'intégration à la mode anglo-saxonne. Cette fameuse intégration que les socialistes ont intégrée à la société française dans les années 80. D'où l'argument de Éric Zemmour sur l'assimilation. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, Éric Zemmour est entendu par des gens qui font partie de générations qui n'ont connu que cette politique d'intégration. Qui n'ont pas connu, ou tout du moins peut-être leurs parents, leurs grands-parents ont connu cette époque. Mais n'ont pas fait ombrage. Ou alors, parfois sur certains conflits, c'est-à-dire que souvent les parents qui ont, dans les années 50-60, débarqué en France, qui ont pu trouver leur place économique. Socialement, évidemment, c'était plus compliqué. Il y avait du racisme, etc. Oui, bien sûr que ça existait, mais je veux dire, toutes les communautés, toutes les personnes étrangères qui ont débarqué en France ont tout à un moment donné, suivant les vagues, connu ces phénomènes de société. Alors certains évidemment disent oui, mais vous ne pouvez pas comparer les Italiens qu'on traitait de rital aux musulmans d'aujourd'hui, etc. Mais bien sûr qu'on ne peut pas comparer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des origines différentes. Il est vrai que les vagues migratoires, portugaises, italiennes, polonaises, hongroises, roumaines, et je ne sais qui d'autre, en grande majorité, sont issues de cultures d'influence judéo-chrétienne. Or vous êtes des musulmans. On n'est plus du tout dans le même schéma social, politique, idéologique. D'où l'intérêt de certains de s'extraire de ces idées politiques, idéologiques et sociales, parfois considérées de façon archaïque, pour préférer un monde occidental, un monde libre, un monde progressiste. Donc le problème, et c'est là-dessus que Zemmour parle, mais évidemment ce propos-là est extrêmement dangereux pour ceux qui veulent nous faire croire que l'islam peut être assimilable à la République, c'est que l'islam est à lui seul un outil idéologique, politique et social, et qui se met au-dessus des valeurs du pays dans lequel le musulman, respectueux et croyant quel qu'il soit, se doit de mettre au-dessus des lois du pays dans lequel il vit. D'où cette polémique, d'où ce sujet extrêmement tabou de la conquête. On ne conquérit pas un pays, un continent, par les outils traditionnels qu'on a connus pendant des siècles, c'est-à-dire la guerre, la conquête par la guerre, et on le fait par l'invasion migratoire. C'est un sujet. Mais évidemment, c'est un sujet que les uns interprètent parfois à défaut, en déformant, en maîtrisant pas forcément très bien les choses, les chiffres aussi. Et de l'autre, évidemment, vous avez des gens qui le comprennent, qui le savent, mais qui ne veulent pas l'admettre, sur lequel ils mettent un déni systématique. Et ce déni systématique amène l'usage d'outils, du racisme, de l'islamophobie, de les idées d'extrême droite, du néonazisme, de tout ce que vous voulez. Les réseaux sociaux en font la preuve tous les jours. Et c'est ça qui était très intéressant dans cette joute entre ces deux personnes. C'est qu'il y a une personne qui se reposait sur des antécédents, sur des histoires, mais que dans tout pays, il y a eu, pour justifier de chier sur la France, de tirer profit des intérêts qu'elle avait en tant que Française, mais musulmane, et que le jour où elle va être à la retraite, elle se barre dans son pays de ses racines. Donc je suppose d'ailleurs elle doit avoir certainement la double nationalité. Et l'autre musulman, qui lui par contre est tout à fait conscient du problème social que pose aujourd'hui la société française, et pas seulement, puisqu'on peut vraiment élargir le problème à l'échelle européenne, lui alertait. Il disait, mais comment vous ne pouvez pas voir
ce qui est en train de se passer dans certains quartiers. Comment vous ne pouvez pas voir que par manque d'éducation, par manque, je dirais, d'un ensemble de paramètres sociaux, idéologiques et religieux, on est en train de fabriquer aujourd'hui, en France, des individus qui sont étrangers ou français, mais qui n'en ont rien à foutre de savoir s'ils sont étrangers ou français, parce que, pour eux, l'islam est le tout, est l'unique, est la seule chose qui compte pour eux. Même si, encore une fois de plus, on est d'accord que sur la majorité des gens qui s'autoproclament presque musulmans, beaucoup d'entre eux n'ont jamais lu le Coran, beaucoup d'entre eux d'ailleurs ne savent même pas lire l'arabe, et en plus de ça, c'est des gens qui parfois ont des échecs scolaires, ont des échecs de comportement civique dans la société, se reposant toujours sur une victimisation, mais une victimisation évidemment très instrumentalisée, très provoquée, on le sait très bien, parce que la contrainte, parce que la société est faite de contraintes, mais les contraintes ils ne les veulent pas, donc ils transforment les contraintes de la société comme étant la preuve d'un racisme envers leurs origines. À l'école, on te demande d'être discipliné, tu n'es pas discipliné, on te gronde, on te punit, c'est du racisme. À l'école, on te demande d'apprendre des leçons, on te demande de faire des devoirs. Moi, mais j'ai pas le temps, j'ai pas envie, ça me fait chier, je comprends rien. On te punit, on te gronde, on essaie de te forcer, on essaie de te faire comprendre, mais non, c'est raciste. Alors attention, ce que je vous explique là, évidemment, c'est pas la majorité. Il y a des gamins qui ont bien compris, qui ont bien pigé le truc, qui sont bons élèves, qui réussissent. Et je dirais même à la limite, ces gamins, ils sont même aussi victimes. Victimes justement de ces grands frères, victimes de ces jeunes adultes incohérents, indisciplinés, irresponsables, immatures, infantilisés. Il suffit de voir. On a eu à Paris récemment, je ne sais pas si vous avez vu, des comportements complètement hallucinants sur une boutique éphémère créée par Netflix en rapport avec une série, alors je crois que c'est une série coréenne. Ça a fini en baston. Souvenez-vous du cas de Nutella dans les Lidl. Certains vont me dire oui, non, ça n'a rien à voir. Regardez qui sont dans ces situations. Attention, quand je dis regardez, je dis pas attention, regardez, il n'y a que des maghrébins. Non. Il n'y a pas de question d'origine ou de couleur ou quoi que ce soit. C'est l'origine sociale. C'est elle qui fait toute la différence. Même si, encore une fois, si vous rajoutez sur des conditions sociales difficiles, précaires, etc., une religion qui, par principe, soumet, domine, sans instruire réellement, vous avez finalement quelque chose d'assez explosif. Quelque chose d'explosif dont on parle depuis maintenant des années et qui ont suscité parfois des livres de la part de spécialistes, d'experts, de journalistes, etc., et qui ont très souvent d'ailleurs été accusés de faire le jeu de l'extrême droite. Alors qu'en réalité, ils ne font pas le jeu de l'extrême droite, puisque aujourd'hui nous sommes en train de voir se réaliser ce que ces gens avaient plus ou moins alerté. Je reprends par exemple le dernier rapport ou les derniers livres qui a été fait par Bauer, cet expert, un expert sérieux, qui en plus de ça utilise une dialectique qui est très très claire. Que puis-je rappeler encore une fois de plus le livre d'Oberton, Orange Mécanique, dont le terme même Orange Mécanique, France Orange Mécanique, aujourd'hui est en train de rentrer dans le vocabulaire journalistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir les prémices, les signes réels de ce dont certains nous avaient alertés, mais qu'aujourd'hui un certain nombre de médias, un certain nombre de gens bien pensants, un certain nombre de responsables tentent de cacher, de camoufler sous le tapis. Je terminerai avec cette situation pareille qui n'est pas normale.
Souvenez-vous, Éric Zemmour, il passait dans l'émission de Laurent Ruquier. Face à Salamé Ruquier, très clairement, les deux voulaient se farcir Zemmour. Ils n'y ont pas réussi, je dirais même à la limite, ils se sont complètement ridiculisés. Il se trouve que Mélenchon vient de passer dans l'émission de Ruquier. Or, il se trouve que sur Internet, on a énormément de commentaires qui mettent en évidence que Ruquier est en train tout simplement de faire du prosélytisme politique de gauche. C'est-à-dire que Ruquier, qui est payé par la télévision publique, par le biais de son mission de production, évidemment, en tant que producteur, je crois, se sert du service public, donc payé par vos impôts, en tant que contribuable, pour faire du prosélytisme politique. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas le premier, c'est pas la première fois, c'est pas le seul, etc. Oui, bien sûr. Mais là, il est carrément assumé. Et l'émission de Ruquier, est-ce qu'elle est comptée dans le CSA? Allez savoir. Et enfin, je vais revenir rapidement sur notre Covid. Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça parle de lui-même, avec ce qui s'est passé en Israël, etc. Et ça arrive aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez des États, alors c'est des petits États, pas très peuplés, mais ces États sont les États les plus vaccinés. Sauf que c'est dans ces États les plus vaccinés que l'on constate une hausse très importante des contaminations. On a même certains États qui sont à des niveaux de décès déclarés Covid plus élevés que l'année dernière quand on avait les lockdowns, quand on avait les restrictions sanitaires. C'est con quand même. C'est-à-dire sur deux situations, deux périodes totalement différentes, une sous restriction sanitaire et une autre sous libéralisation, avec les vaccins. D'ailleurs, tous les gens qui décédaient étaient vaccinés, apparemment. Et bien finalement, ça ne marche pas. Oui, mais ça ne marche pas parce qu'en fait, il va falloir faire la 3e dose. Et puis la 4e. Et puis la 5e. Puis la 6e. Tel point que même le fameux gourou du Covid aux États-Unis, monsieur le docteur Fauci, dont d'ailleurs je constate qu'en France, plusieurs mois après, personne n'a relevé le problème des mails qui montrent bien qu'il y a une certaine collusion, et qu'il a même été au courant dans un intérêt de fonction sur les recherches au laboratoire de Wuhan. Lui-même, aujourd'hui, a du mal à être convaincant. Il a du mal à être convaincant parce que des journalistes, pourtant même des journalistes qui étaient pourtant alignés, pour la crédibilité quand même de leur ligne éditoriale, ils sont quand même obligés de poser la question. Ils disent comment ça peut arriver? Pourquoi ça arrive? On a AstraZeneca qui revient dans la course avec un médicament, alors qu'ils ils essayent de le faire valider par la FDA américaine, qui serait un médicament préventif. C'est-à-dire que c'est un médicament qui permettrait, si vous le prenez, de vous protéger contre une forme grave, ou si vous chopez le Covid, comme cette émission, The View, très drôle, ces fameuses deux chroniqueuses qui sont obligées de se retirer du plateau parce que ils se rendent compte qu'elles portent le virus. Manque de bol ce jour-là, évidemment, Kamala Harris devait faire une interview, et du coup, elle va faire l'interview que dans les coulisses. Là encore, ces mêmes gens qui, en début d'émission, commençaient à taper sur les non-vaccinés ou ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, et finalement, eux-mêmes qui sont vaccinés sont contaminés. Sauf qu'en ce moment, que ce soit en France ou ailleurs, je rappelle, en France, là, on a le Sénat qui vient de faire une proposition d'amendement pour modifier 2 textes pour imposer l'obligation vaccinale, je crois, pour, je ne sais plus, je crois pour les enfants, etc. Enfin, je vous mettrai le document ici. Ça, c'est pareil, la télé, la radio, etc. Pas un mot. Et puis,
Voilà, puis le jour où le gouvernement dira, bon ben voilà, maintenant, obligation vaccinale. Comment ça, obligation vaccinale? Non, vous n'avez pas le droit. Ben si, on a le droit. Votre Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté le texte. Coucou. Ah mais on n'était pas au courant, etc. Ah mais fallait vous tenir au courant? Bah oui, mais les médias nous en ont pas parlé. Ah mais les médias, ils n'ont pas l'obligation de tout vous dire. Et donc, de toute façon, l'obligation vaccinale, attendez-vous à ce qu'elle arrive l'année prochaine. Attendez-vous que le pass sanitaire soit prolongé au moins jusqu'à fin avril, avec les élections. Attendez-vous qu'il réussisse peut-être à remettre en place le vote par correspondance. Je rappelle, qui avait été supprimé en 1975 parce qu'il y avait déjà des fraudes à l'époque. Attendez-vous à ce qu'un certain nombre de vos libertés soient supprimées. Ou mis sous condition. Attendez-vous à ce que votre argent liquide ne soit plus accessible. Que vos distributeurs disparaissent. Que vos agences bancaires disparaissent. Que vos commerces commencent à dire désolé mais on ne prend pas les billets de 50 € ou de 20 €, ou si vous les payez en espèces, faites-la point parce qu'on n'a pas de monnaie. Que vos banques vont vous inciter de plus en plus à prendre des cartes, voire utiliser le paiement par application sur téléphone. Ça se met en place. Ça se met en place. Que de plus en plus de certains métiers de service vont être automatisés. Des automatisations qui vont demander évidemment de normaliser. Normaliser quoi? Vos données numériques. Par exemple, dans les aéroports. Déjà, si vous avez été numérisé, si vous êtes biométrique, bien vous pouvez faire un contrôle rapide de votre passeport et de votre validation de billets par des automates, par des bornes. Vous n'êtes plus obligé de passer directement sur un guichet avec une personne. Regardez McDonald's. De plus en plus maintenant, vous faites votre commande sur des bornes, vous n'avez plus de caissière. Et aux États-Unis, ça commence à venir aussi. Parce qu'aux États-Unis, c'est différent, ils étaient encore plus sur un état d'esprit de service. Parce que comme ça, ça permettait quand même de sauver des emplois, de créer des emplois. Sauf que là, comme on est dans une période d'inflation, malgré ce que certains disent, les entreprises commencent à regarder un peu plus près leurs comptes. Qu'est-ce qu'ils dépensent? Quelles sont les dépenses qu'on pourrait éviter? Sur quoi on pourrait faire des économies? Et tout d'un coup, on commence à voir émerger, là aussi, des difficultés de pouvoir payer en espèces, ce qui aux États-Unis est quand même non négligeable parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui continuent à payer en espèces, qui ne veulent pas utiliser de carte de crédit parce qu'ils n'ont pas de carte de crédit ou parce que souvent ce sont des gens qui sont interdits bancaires et qui ne peuvent utiliser que leur carte, pas leur carte, mais oui, ils utilisent des cartes, mais souvent ils retirent l'argent pour pouvoir payer en espèces. Très souvent dans les stations, vous verrez des Américains aller à la caisse en disant voilà, je veux 10 $ ou 15 $ d'essence, parce qu'ils n'ont que 15 $. Ils n'ont pas plus. Et ils n'ont pas de mode de paiement. Ou ils les ont perdus. Force est de constater que de toute façon, si on observe bien, moi tous les jours, je vois des choses très intéressantes. Je vous rappelle, la FAQ, n'hésitez pas à poser vos questions. Tous les genres, dans tous les styles. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, même si, je rappelle, cette chaîne n'est pas monétisée, et je ne le serai jamais. Mais au moins, peut-être que en titillant les algorithmes, comme on le dit très souvent d'autres youtubeurs, ça permettra peut-être d'être un peu plus visible. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, ou une petite vidéo suite à un nouveau scandale, ou une nouvelle affaire, ou une nouvelle catastrophe, allez savoir, les choses vont tellement vite de nos jours. Portez-vous bien.